Les cancers touchant des enfants et des adolescents sont un sujet difficile et douloureux à aborder. Et pourtant, ils sont une réalité. En Côte d'Ivoire, chaque année, 800 nouveaux cas de cancer chez les enfants sont détectés, selon l'ONG Aline. Alors, comment expliquer ce chiffre? Comment est-ce que ces enfants traversent cette épreuve difficile? Et comment se fait la prise en charge? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans un tout nouveau numéro des Femmes d'ici sur NCI. Restez avec nous, ça commence maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro des Femmes d'ici sur NCI, votre rendez-vous 100% féminin et 100% franc-parler. Coucou les filles. Et bonjour. Alors, il faut qu'on parle de ton chapeau, Aurélie. Oui, c'est joli. Hein. Écoute, c'est très joli. C'est un statement hat, comme on dit en anglais. Bah, écoute, j'ai décidé de changer un petit peu de tête grâce justement à Jean-Marc Toba, qui est le concepteur de ce genre de chapeau. Donc, on peut le trouver sur Facebook. Donc, voilà. Il y a plusieurs modèles pour les enfants, pour les grands, pour les hommes et femmes. Donc, voilà. Alors, pour ma culture, l'origine, tu la connais? Enfin, c'est-à-dire ce type de chapeau? Écoute, je sais que ça vient du Nigeria. Ah oui, ça ressemble un peu à un les chapeaux nigériens. Je vois aussi souvent les dames les hôtesses de Emirates aussi, qui ont un petit style comme ça. Surtout de côté. Oui, de côté. Donc, et ça fait très style. Comme elle a dit, ça rajoute un je ne sais quoi à ta tenue. You know. Sometime. Pour les filles, on va devenir un peu plus sérieuse là, parce que le sujet dont on parle aujourd'hui est effectivement très sérieux. Donc, c'est le cancer chez les jeunes personnes, donc enfants et adolescents, qui en réalité est beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit. Oui. Alors, sans rentrer dans trop de détails, parce qu'effectivement, on n'a pas forcément les informations, à votre avis, comment est-ce que c'est pris en charge dans le contexte ivoirien? Alors, franchement, je t'avoue que on n'a pas vraiment, enfin, je dirais par la grâce de Dieu, des gens autour de nous, surtout les enfants, donc on ne sait pas vraiment comment ça se passe. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est une maladie qui est très grave, qui déjà même les adultes, même quand ils ont cette maladie, c'est très très difficile, que ce soit pour la famille, que ce soit pour la personne qui le vit, à plus forte raison un enfant. J'imagine que ça doit être très dur et j'espère que on va dire la prise en charge est beaucoup plus sérieuse. Pour les plus jeunes que pour les adultes, hein. Même si les deux, en tout cas, doivent être pris en charge de la même manière. Oui, parce que le cancer, niveau prise en charge, on sait que c'est l'une des maladies les plus coûteuses, du moins les traitements du cancer sont assez coûteux. Et donc, en dehors même des familles qui sont touchées, il va falloir qu'il y ait des prises en charge au niveau du gouvernement. Je ne sais pas comment ça se passe, nos invités pourront nous en dire plus. Mais je pense aussi au niveau des infrastructures, même, est-ce qu'on a vraiment tous les traitements ou bien toutes les infrastructures nécessaires pour vraiment soigner ces maladies-là. Donc, je sais pas. Oui, alors c'est vrai que j'étais assez étonnée pendant mes recherches de lire qu'il y a quand même 800 nouveaux cas détectés chaque année, c'est beaucoup. Alors on imagine que c'est encore plus peut-être difficile de gérer ce type d'incidence quand on est dans une zone rurale, hein, comme pour beaucoup d'autres maladies. Et comme tu l'as dit, hein, Aurélie, on imagine que ça doit être très, très, très difficile, d'autant plus difficile pour une jeune personne de traverser une épreuve aussi éprouvante tant sur le plan physique que psychologique. Oui, et puis les 800 cas, combien s'en sortent, quoi? Combien de personnes s'en sortent dans ce chiffre-là? Bonne question, on va voir avec nos invités justement. Alors, avant d'accueillir nos invités, on va quand même vous entendre sur la question de la prise en charge. À votre avis, en Côte d'Ivoire, comment s'effectue cette prise en charge? Est-elle efficace? On va écouter quelques-unes de vos réponses dans le micro-trottoir à suivre. À mon niveau, je ne pense pas qu'il y ait une prise en charge concernant les enfants atteints du cancer. Vraiment, je ne sais pas exactement, mais je sais que j'ai appris comme ça, mais je n'ai jamais rendu sur les lieux pour voir, ou bien, je n'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit qu'il y a une prise en charge. J'aurais appris. Ça, pour le moment, c'est comme si je ne sais pas, parce que je ne sais pas quoi il faut dire, mais vraiment, moi je ne sais pas. Et je suis un cas très particulier parmi tant d'autres. Mais ça ne veut pas dire que ces ne sont pas pris en charge. Il manque un peu de tout. Personnellement, dit au CHU, il y a un manque d'appareils. Prendre en charge quelqu'un atteint d'un cancer, que ce soit un enfant ou bien une personne âgée,
ne sont pas pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire. À ma connaissance, je ne pense pas que le cancer des enfants soit pris en charge ici en Côte d'Ivoire. Parce que bon, je ne sais pas, même si on a un centre spécialisé dans ce domaine, voilà, mais je pense que j'ai jamais entendu parler de parents qui avaient son enfant atteint de cancer qui était pris en charge, non. Bon, alors il y avait des avis plutôt tranchés sur la question, pas forcément très informés ou assez bien informés. Bon, c'est normal, c'est une question technique en réalité, surtout si on n'a pas d'entourage, de personnes dans son entourage qui a vécu ou qui vit avec le cancer. C'est un peu difficile d'avoir la réponse à la question. Tu as tout dit, Et je pense qu'ici, c'est beaucoup moins visible, au fait. Comme ils l'ont dit, et après, on est quand même 3 sur le plateau, et on connaît... Moi, en tout cas, je n'ai personne dans mon entourage immédiat encore moins qui a vécu... un si jeune âge, n'est-ce pas? Surtout un si jeune âge. C'est quand même compliqué de demander au public comme ça, s'ils n'ont pas eu cette expérience avec des enfants. Qu'ils aient l'information. Mais c'est là qu'on voit justement pourquoi c'est important d'avoir une émission de ce type pour pouvoir informer les gens. Même si ça peut sembler un peu lointain, il y a quand même, comme on le disait tout à l'heure, pas mal de cas qui sont recensés chaque année. Alors justement, on va accueillir en plateau nos invités du jour qui vont nous aider et nous éclairer sur la question, notamment de la prise en charge. Il s'agit aujourd'hui de Yasmina Dotia, qui est donc vice-présidente de l'AEC, c'est l'association d'aide aux enfants malades du cancer. Max Kwaku Ndoumi, qui lui est oncopédiatre et au CHU de Trècheville, c'est ça? C'est ça. Comment allez-vous? Je vais bien. Bonjour à tous les deux, merci d'être là. Merci d'être là. D'être avec nous. Alors, on a dit pas mal de choses approximatives avant que vous arriviez en plateau. C'est parce qu'effectivement, on n'est pas des spécialistes du domaine et qu'on n'a pas assez d'informations finalement sur la question de la prise en charge du cancer chez les enfants en particulier en Côte d'Ivoire. Mais avant même d'arriver à toutes ces questions de prise en charge, d'infrastructure et tout ça, il faudrait qu'on comprenne bien de quoi on parle lorsque l'on parle d'un cancer pédiatrique. D'accord. Alors, commencer par vous, je pense. D'accord, ok. Alors, permettez-moi déjà de dire un grand merci aux responsables de NCI pour l'occasion qu'ils nous offrent d'échanger sur le cancer pédiatrique. Alors, le cancer pédiatrique, nous avons 2 notions ici à définir. C'est déjà la notion de cancer. Le cancer, c'est une maladie qui se caractérise par une prolifération de cellules anormales. Et il a ceci de particulier, c'est que ce sont des cellules qui vont se disséminer dans l'organisme. Et en ce moment, on parle de métastase. C'est ça. Et c'est une maladie qui touche la population pédiatrique. Alors, la population pédiatrique, elle va de 0 à 15 ans. Et en ce qui concerne le cancer pédiatrique, dans certains pays, on prolonge la population jusqu'à 19 ans. Donc, on intègre les adolescents, les jeunes adultes. Très bien. Voici un peu défini. Alors, vous dites 0 à 15 ans, et la première question qui me vient en tête, c'est que est-ce qu'on voit vraiment des cancers chez des nourrissons ou des bébés qui viennent de naître? Oui, on voit des enfants, le cancer chez les bébés d'1 mois, 2 mois, 3 mois, voilà, chez les plus jeunes. Ouais. Mais qu'est-ce qui... Alors, on sait que chez les adultes, les causes de cancer peuvent être souvent la mauvaise hygiène de vie ou l'environnement. Mais quand on parle d'un enfant, qu'est-ce qui peut causer un cancer chez un enfant? Est-ce qu'il y a un problème génétique, environnemental? Qu'est-ce qui se passe en réalité? Alors, en ce qui concerne le cancer de l'enfant, c'est un peu plus complexe quand même. Dans 75% des cas, on ne retrouve pas d'étiologie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cause véritablement palpable qu'on peut incriminer. Wow. Et les 20% restantes portent sur les causes génétiques, qui sont un peu au devant du tableau. Et quand on parle de causes génétiques, ce sont les anomalies qui ne sont pas visibles. Et il faut faire alors des examens biologiques plus poussés qu'on appelle les immunophénotypages, les séquençages des gènes, et pour retrouver certaines anomalies qui sont à l'origine, qui sont donc pourvoyeuses de cancer chez l'enfant. Et puis à côté de cela, maintenant, vous avez certains virus qui peuvent également susciter le cancer chez l'enfant, notamment le virus du VIH qui est connu, qui peut susciter les leucémies chez l'enfant. Vous avez le virus de l'hépatite, qui, lorsque l'enfant le contracte tôt, peut provoquer le cancer du foie, l'hépatocarcinome, et ainsi de suite. Voilà. Alors, vous travaillez avec donc, des enfants qui sont atteints du cancer. Quels sont les cas de figure les plus fréquents avec les personnes avec qui vous travaillez? C'est-à-dire, quel type de cancer est-ce que vous observez
fréquemment? Ça, je pense que le docteur Ndoumi est plus indiqué. Voilà, le type de cancer, bien sûr que... Voilà. Le type de cancer, en fait, on peut les classer. Le cancer le plus fréquent en Côte d'Ivoire, c'est le lymphome de Burkitt. D'accord. Voilà. Et ensuite... Qu'est-ce que c'est? Alors c'est une tumeur qui porte sur certaines cellules particulières, donc les cellules qui sont au sein des glandes, des organes lymphoïdes, comme la rate, la glande thyroïde, les ganglions, etc. D'accord. Donc c'est le cancer de ces organes-là. Les enfants qu'on voit avec les ventres souvent disproportionnés. La tête. Voilà. Mais ceux-là sont un peu plus visibles, disons, parce que le cancer est quand même une maladie très difficile à diagnostiquer, non? Voilà. Donc, quel est le processus? Comment vous identifiez que ces enfants ont un cancer? Et après, est-ce que ceux-là, parce qu'ils sont aussi visibles, est-ce que ce n'est pas une raison pour laquelle ils sont beaucoup plus fréquents? Les autres sont peut-être un peu plus silencieux, donc on ne sait même pas. Non, ce qui se passe, c'est que nous avons les statistiques. D'accord. Alors donc, le lymphome de Burkitt vient en tête. Ensuite vient le rétinoblastome, qui est la tumeur de l'œil de l'enfant. D'accord. Et puis après, vous avez le néphroblastome. Et vient la leucémie et les sarcomes des tissus mous. Voilà. Alors, il se trouve que depuis un moment, la leucémie, et dans nos statistiques, sont en train de monter en chiffres. Okay. Et aujourd'hui, en 2020, la leucémie occupait la 3e place. Et elle est en train de remonter en chiffres. Oh. Il y a une raison particulière que vous pouvez déterminer? La raison, l'une des premières raisons, c'est qu'on le diagnostic se fait plus facilement maintenant. D'accord. Avant, c'est juste le dépistage. Le dépistage se fait plus facilement. On arrive à faire facilement le diagnostic de la leucémie. Et la leucémie, c'est le cancer Le cancer du sein. Du sein. Du sang, pardon. Je dis, du sein chez les enfants. Du sang, je voulais dire. Le cancer du sang. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter quelque chose. C'est que l'une des grosses difficultés, justement, du cancer de l'enfant, c'est la période du diagnostic. Très souvent, comme elle a fait remarquer, lorsqu'on voit les enfants, on voit déjà les tumeurs qui sont déjà ressorties, parce qu'il y a un gros problème de diagnostic précoce. Très souvent, même les personnels de santé, le docteur Ndoumi pourra vous le confirmer, beaucoup ne sont pas sensibilisés à la détection précoce du cancer de l'enfant. D'accord. Ce qui fait que lorsque les familles arrivent avec les enfants, malheureusement, ils sont très souvent à un stade déjà assez avancé. D'accord. Mais pour ceux qui souhaiteraient justement, on va dire, savoir si une maman qui vient de mettre au monde son enfant voudrait détecter une éventuelle pathologie ou un cancer, comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Alors, il y a ce qu'on a. Dans le cancer, on parle plutôt de diagnostic précoce. D'accord. Voilà. Et nous avons des campagnes dans ce sens. Et je voulais ici tirer mon chapeau à l'AEC pour le soutien, le groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique et certaines ONG qui sont vraiment à nos côtés sur le terre. Et nous sillonnons les localités à l'intérieur du pays. Nous allons faire des formations sur la détection précoce du diagnostic. Afin que les enfants qui viennent déjà en périphérie et que le médecin déjà puisse orienter les enfants vers les centres de référence afin qu'on puisse les prendre. On peut le savoir depuis la grossesse? Il y a des examens, peut-être certaines imageries. En fait, les radiologues avertis, quelquefois, peuvent déjà donner certaines informations sur le bébé qui va naître. Et puis, à ce qu'on appelle l'amniosynthèse. Oui. On prélève des cellules. Qui permet aussi de déterminer si un enfant va avoir une trisomie 21. Si les cellules sont de bonne qualité. Voilà. Et puis maintenant, ils ont un test maintenant qu'on fait rapidement, un prélèvement sanguin de la mère. On n'a plus besoin d'aller toucher le bébé. De toucher le bébé ou de toucher le liquide amniotique, qui peut déjà orienter. Et lorsque ce test-là oriente, on passe maintenant à l'amniosynthèse. Donc on ne fait plus l'amniosynthèse. Ça, c'est dans les pays à fort revenu qu'on a ces... Alors, je le disais tout à l'heure, 800 nouveaux cas sont détectés chez les enfants chaque année. Ça, c'est selon une autre ONG, mais qui travaille dans ce domaine, qui s'appelle Aline. Comment, à votre avis, il faut expliquer ce chiffre? Est-ce que c'est également le dépistage qui est meilleur et qui, du coup, pourrait expliquer ce gonflement ou il peut y avoir d'autres raisons? Oui, en fait, on ne se rend pas compte, mais c'est un cancer qui est très présent. Lorsqu'on voit ces chiffres aujourd'hui, vous avez l'impression que ce sont des chiffres élevés, mais malheureusement, c'est vraiment ce qui se passe. Mais c'est un cancer qui n'est pas très visible.
comme on a vu ceux qui ont été interrogés dans les rues, il y en a beaucoup qui n'ont jamais été confrontés. Et Dieu merci, on pourrait le dire, qui n'ont jamais été confrontés à cela. On ne le souhaite à personne parce que c'est un bouleversement total pour la vie des familles. Mais c'est un cancer qui est présent. Donc ces chiffres, effectivement, ne sont pas aussi élevés que vous le croyez. On espère qu'ils pourront être menés à descendre, mais pour l'instant, la réalité du terrain est ce qui est traduit par ces chiffres-là. Alors, allez-y. Je voulais juste dire que le plateau technique s'est amélioré. Mais forcément, donc, au fur et à mesure, on arrive à détecter un peu plus les cancers. Et c'est ce qui nous permet de projeter et dire qu'on attend 800 nouveaux cas. Ce sont 800 nouveaux cas attendus. C'est ça. Voilà. Quand même. Par année. D'accord. Par année. Voilà. Et sinon, pratiquement, on tourne autour de 200 cas qu'on prend en charge. Ça veut dire qu'il y a environ 600 cas qui décèdent, qui n'ont de prise en charge. de prise en charge ou qui n'ont pas accès à la Donc le taux de survie n'est pas si élevé que ça. Bien sûr. Donc c'est des statistiques qui nous permettent de... Oui. Et c'est sûr que le chiffre a dû augmenter, c'est sûr, parce que forcément avec la population qui augmente, donc c'est proportionnel, la population jeune, donc forcément ce chiffre est encore... Augmente. Et vous avez parlé de bouleversement au niveau de la famille et surtout de l'enfant, parce qu'on voit un peu les images quand les gens ont le cancer, comment ils perdent leurs cheveux. La chimio, c'est quelque chose de vraiment très brutal pour le corps. Donc pour ces êtres qui sont si petits et si délicats, comment est-ce qu'ils vivent même le traitement et tout ça, la maladie, et en plus leur famille, au fait, comment est-ce que ça se passe? Pour ce qui est de vivre le traitement, lui, il va l'expliquer. Mais déjà, au niveau du bouleversement social, effectivement, déjà, l'enfant, à un moment donné, va être coupé de sa famille parce que si l'enfant a été détecté à l'intérieur, on va orienter la famille à Abidjan. Soit le papa, soit la maman va devoir laisser ses activités pour accompagner l'enfant à l'hôpital se faire traiter, ce qui pose un problème économique parce que si le parent était cultivateur ou je ne sais pas, quelle que soit l'activité qu'il faisait, déjà, il y a une perte de revenus de ce parent-là. L'enfant et son parent sont coupés des autres enfants qui sont laissés seuls dans le village ou dans la localité. L'enfant est déscolarisé, il n'est plus auprès de ses amis. Et donc, il y a déjà tout cet impact social, psychologique et économique que le cancer de l'enfant entraîne dans la vie des familles. C'est vraiment des bouleversements. Il y a des femmes qui se retrouvent seules, abandonnées par leur époux, parce que c'est des traitements qui sont très onéreux et très longs dans la durée. La femme doit se retrouver à Abidjan, parce que malheureusement, le seul centre, pour l'instant, c'est Abidjan. La femme va se retrouver à Abidjan pendant 6 mois, 1 an, 2 ans. Le père ne pouvant pas suivre face aux dépenses suscitées par tous ces traitements-là, il préfère disparaître et abandonner l'enfant dans la main de la mère. Et donc, c'est vraiment des bouleversements sociaux énormes que cette pathologie-là, malheureusement, entraîne. Et puis j'imagine bien qu'il doit y avoir aussi des problèmes culturels. On va dire, oui, l'enfant, il a un problème, c'est un sorcier, ou c'est quoi. J'imagine que vous devez en voir de ces choses. Oui, on en voit de ces choses. C'est une détresse totale. Et certains parents, quand ils n'arrivent plus à faire face, en tout cas, on a été confrontés de temps en temps, quand ils n'arrivent plus à faire face aux frais de traitement, ils s'enfuient avec les enfants. Et on a été confrontés à des cas. Ils s'enfuient pendant la nuit. Ils n'ont plus rien, ils n'ont plus assez d'argent. Donc, ils s'enfuient pendant la nuit. Ils préfèrent repartir au village pour laisser l'enfant mourir, pour que le peu qu'ils ont serve aux autres enfants qui sont bien portants. Et ils vous le disent clairement. Pas pour un seul, j'en ai 5, 6 à la maison. Déjà, lorsque l'enfant arrive pour le diagnostic initial, il faut le bilan initial. Pour pouvoir commencer même la prise en charge, on vous demande un bilan initial qui va monter à quoi? Au moins 300, 400, 500 000. Autour de 300, 400 000. Oui, d'accord. Parce que le bilan initial, en fait, c'est le bilan diagnostique. Donc, il faut pouvoir préciser que c'est un cancer, quel type de cancer. Quel type de cancer. Il faut faire le bilan d'extension, puisqu'on a parlé tout à l'heure de métastase. Donc, est-ce que c'est une tumeur qui a métastasé? Donc, il faut faire l'imagerie au niveau de tous les organes. Et puis, vous avez le bilan du terrain. Le bilan du terrain, c'est un enfant qui peut avoir une hépatite, qui peut être dénutri. Voilà. Et donc, vous avez ces 3 gros bilans-là qui coûtent vraiment cher. Donc, c'est le scanner, c'est l'IRM. Voilà, c'est des... Voilà. Et donc, tant qu'on n'a pas tous ces résultats, on ne peut pas véritablement commencer le traitement, puisque c'est après ces résultats qu'on classe l'enfant. Et en fonction de... En fait, quand on a fini de le classer, et vous avez le traitement qui va avec. Alors, justement, pour revenir à la maladie en elle-même,
En réalité, les symptômes liés à un cancer, et j'imagine que ça dépend du cancer, ne sont pas forcément visibles dès le départ ou ressentis par le patient ou la patiente dès le départ. Et c'est pourquoi, souvent, vous allez avoir des patients qui vont arriver pour faire un bilan trop tard. C'est-à-dire qu'il faut sentir une douleur ou quelque chose de prolongé dans le temps pour s'alarmer. Alors, l'une des caractéristiques du cancer, c'est lorsque vous avez une lésion ou un signe, quand ce signe ne s'améliore pas et qu'il a tendance à s'aggraver dans le temps, il faut penser à un cancer. D'accord. Voilà, tout type de lésion et de lésion. Oui. Vous avez une masse là sur le bras. 3 mois après, vous avez vu le médecin, ça n'évolue pas. Quoi qu'on ait proposé des traitements, vous venez 2 mois après, la masse évolue toujours. Ouais. Il faut penser à un cancer. On ne dit pas que tous les jours, ça va peut-être... Ou bien une anémie qui ne s'aide pas. Ou une anémie qui ne s'aide pas. C'est un enfant qu'on transfuse tout le temps. Depuis 6 mois, quand il fait son pas, il faut qu'on le transfuse. À un moment, il faut se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que lui, son anémie n'arrive pas à céder malgré les traitements? Mais ça, les médecins ne vont pas naturellement, si jamais ils suivent un enfant, au bout d'un moment se dire, comme il est toujours transfusé. Mais pas forcément. C'est pour ça qu'on fait la formation aux médecins en périphérie. À Abidjan, les médecins sont formés dans notre unité. Dès que vous arrivez, déjà aux urgences, quand on a des cas comme ça, on nous fait signe. Ça fait 3 fois qu'on le transfuse. Nous, on vient, déjà on fait ce qu'on appelle le myélogramme. C'est un prélèvement qu'on fait dans la moelle osseuse, qui nous permet de faire le diagnostic tout de suite du cancer. Et puis, il faut dire, Anan, aussi que combien sont ces parents qui ont un seul et même médecin qui suivent l'enfant. C'est quand tu mets au monde un enfant, tu as un pédiatre ici, demain tu vas déménager, tu vas aller dans une localité, donc le dossier médical n'est pas réellement suivi aussi. Mais après, vous avez parlé de prise en charge. Et moi, je me dis, la plupart du temps, la prise en charge, c'est pour ceux qui n'ont pas les moyens. Mais si, après, dès le départ, la famille doit débourser 300 à 500 000 pour un diagnostic avant d'être pris en charge, comment est-ce que ça se passe pour ceux qui n'ont pas ces moyens-là, mais vous pensez qu'ils ont un cancer? Ça, c'est la première partie de la question. Après, la deuxième partie, vous avez parlé de 200 prises en charge par année, c'est ça? En moyenne, voilà. Au niveau du centre, déjà, il n'y en a qu'un seul à Abidjan. Qu'est-ce qu'on fait pour tous ces autres cas? Alors, après, Madame Dotia va apporter quelques précisions, puisque nous travaillons, c'est pour ça que nous travaillons avec les ONG, puisque c'est un cancer dont la prise en charge est très onéreuse, donc forcément, il faut des aides. Et c'est valable aussi bien dans les pays à fort revenu. Bien sûr. Ce sont les ONG qui soutiennent le cancer et dans la recherche, etc. Donc, pour répondre à votre première question, ce sont des enfants qui arrivent et qui, lorsque ils arrivent en consultation et que nous suspectons un cancer, nous demandons l'aide des ONG. Et les ONG qui sont là à nos côtés, comme l'AEC, les ONG que vous connaissez, prennent en charge ces enfants-là en fonction des moyens qu'ils ont là, séance tenante. C'est ça. Voilà, donc il se trouve qu'il y en a qui arrivent au bon moment, comme on dit, où l'ONG a pu glaner quelques fonds, et ceux-là sont rapidement pris en charge. Et malheureusement, quand ils arrivent dans une période de flottement, c'est un peu tiré par les cheveux. Et donc, je voulais laisser la parole à Mme Bédia. Alors, juste avant de vous donner la parole, excusez-moi Yasmina, mais il va falloir qu'on parte en pub. On va se retrouver dans quelques minutes pour la deuxième partie de cette édition. Restez avec nous. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre sur le plateau des Femmes d'ici sur NCI. On parle aujourd'hui du cancer pédiatrique, c'est-à-dire du cancer chez les enfants de 0 à 15 ans, voire un peu plus. Nous sommes aujourd'hui avec nos invités du jour qui sont donc Dr Max Kwakundoumi, qui est donc oncopédiatre au CHU de Trècheville, et Yasmina Dotia, qui est vice-présidente de l'AEC, l'association d'aide aux enfants malades du cancer. Alors juste avant de partir en publicité, vous nous expliquiez un petit peu comment ça se passe au niveau de votre unité qui prend en charge ces enfants. Et il me semble que Yasmina, vous alliez ajouter un élément d'information. Elle a posé une question concernant la prise en charge. Il n'y a pas de prise en charge réelle des enfants atteints du cancer. Ils arrivent à l'unité d'oncologie pédiatrique. Maintenant,
plupart comment nous fonctionnons, les ONG ou les particuliers qui œuvrent dans ce secteur, nous essayons de mettre en place un genre de fonds. Voilà, un genre de fonds qui permet, en accord avec l'unité d'oncologie, qui nous alerte lorsqu'il y a des cas sociaux qu'ils identifient, par exemple des parents à qui on a prescrit des examens urgents et qui, pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours, tournent en rond, ils n'arrivent pas à réagir. On les approche, on essaie de tâter le terrain, de savoir qu'est-ce qui se passe. Et lorsqu'on voit que ce sont des familles en difficulté, on alerte les ONG qui œuvrent dans ce secteur, dont par exemple notre ONG. Et en fonction des fonds qui sont disponibles, si on peut prendre en charge les examens ou la chimiothérapie, on le fait. Mais c'est vraiment, comme il a dit, c'est vraiment assez aléatoire, malheureusement. Il y a des périodes où on en a, où on peut aider, et il y a d'autres périodes où certains enfants arrivent lorsque c'est un peu dur pour tout le monde, parce qu'on travaille comment? Par nos propres moyens, par des appels de fonds à des entreprises, à des particuliers. Donc, c'est vraiment un peu au petit bonheur la chance. Certains peuvent en bénéficier et d'autres pas. Donc, ça veut dire que si jamais on est atteint d'un cancer au mauvais moment... Malheureusement. Ouais. Et c'est parce que vous n'avez pas du tout de fonds stables, c'est-à-dire non, ça... Non. D'accord. Okay. Et c'est une très bonne clarification parce que moi, je pensais que le gouvernement avait une partie de cette prise en charge, mais on voit que non. Et après, comment est-ce que la mobilisation de ressources se passe? Parce que vous appelez aux entreprises et tout, mais souvent sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous utilisez un peu le digital où on voit souvent des images et des gens arrivent à donner quand même assez, justement, spontanément à ce genre d'association? On commence, mais il faut le faire avec l'accord des familles parce que vous savez, l'image, c'est tellement sensible. Ouais. Je ne peux pas te permettre d'utiliser l'image de quelqu'un sans son accord. Uniquement lorsqu'on a l'accord des familles, en ce moment, on peut communiquer sur les réseaux sociaux. Moi, personnellement, j'ai un petit peu aussi de doute sur l'efficacité de ce type de méthode parce que ça va être vraiment l'appel à l'émotion. Et c'est quoi? C'est ponctuel, finalement. Ça veut dire que vous allez résoudre le cas d'un enfant en particulier et vous avez toujours ce chiffre. Ça aide que c'est comme ça qu'il fonctionne de toutes les manières, que ce soit entreprise. Et j'ai l'impression que les réseaux, tu as accès à un plus grand nombre. Non, ça aide quand même. Ça aide quand même les réseaux sociaux aujourd'hui. Mais docteur, moi, ce que je voulais vous demander, c'est pour vous aujourd'hui, la journée type d'un enfant qui est traité du cancer, comment ça se passe en réalité? Est-ce qu'il y a des je sais qu'il y a des radiothérapies, chimiothérapie, donc vous pouvez expliquer un peu comment ça se passe? Lorsque nous recevons un enfant qui est suspect de cancer, nous faisons ce qu'on appelle le bilan initial, donc le bilan diagnostique, le bilan pour le classer. Et quand on a fini ce bilan-là, ça va porter également sur beaucoup de prélèvements. C'est des enfants qui vont subir des injections, des prélèvements qui sont... C'est assez douloureux quand même. Éprouvant. Et dès l'instant où le diagnostic est fait et qu'on a bien précisé sa pathologie, nous mettons à disposition les ordonnances qui vont être prises en charge par les ONG. Et c'est un enfant qu'on va interner. Alors, il se trouve qu'en général, nous avons beaucoup d'enfants qui viennent de l'intérieur, qui n'ont pas de parrains ici ou de sites ou des centres. Et donc, il y a ce qu'on appelle la maison d'accueil, à Kwaba. Et ces parents-là sont logés à cette maison. Et ils peuvent, puisque il y a des traitements en ambulatoire, c'est-à-dire qu'ils viennent, ils restent en hospitalisation quelques jours. Et après les soins, ils rentrent à la maison. Et donc, c'est un peu comme ça que les enfants sont suivis. Et ce qui se passe avec le cancer, c'est qu'il y a beaucoup d'examens. Dès l'instant où on a fini une chimio, vu que la chimio en elle-même, elle est toxique, il faut évaluer l'efficacité la réaction de l'enfant, l'efficacité de la chimio. Donc, on reprend encore tous les examens pour voir si on a été efficace, si l'enfant l'a bien toléré, et ainsi de suite. Donc, ce sont des examens qu'on fait pratiquement toutes les semaines en fonction des... Et en termes de taux de guérison, est-ce qu'il y a quand même de bons résultats? Oui, il faut le dire qu'on a de bons résultats. Déjà, il y a une dizaine d'années, on ne dépassait pas les 20% de rémission. En cancéro, on parle de rémission. C'est ça, ouais. Voilà, c'est-à-dire que c'est un stade où le bilan de fin de cure montre qu'il n'y a plus de cellules tumorales dans l'organisme. Donc, on parle de rémission. Et donc, d'un instant où, en 2000, il y a une dizaine d'années, on était à environ à 20%, mais aujourd'hui, nous sommes à plus de 50% pour certaines tumeurs. Donc, vraiment, les choses évoluent bien. Et ça, on peut le mettre sur le compte de plateau technique qui a été amélioré, les formations
de médecins, parce que là, aujourd'hui, vous avez on a 5 oncopédiatres en Côte d'Ivoire. D'accord. Vous avez l'hôpital mère-enfant. Voilà, on a une équipe d'oncopédiatres là-bas avec le professeur Atebi et toute son équipe. Ouais. Et bon, le CHU de Treichville, qui est le siège même de l'oncologie pédiatrique, avec le docteur Kouchéré, qui est là depuis, qui fait beaucoup d'efforts. Alors, quand on pense au cancer, on sait que c'est une lourde épreuve pour le corps. Il y a aussi énormément du mental qui joue un rôle très important, crucial. D'ailleurs, on dit souvent que des personnes qui sont atteintes d'un cancer doivent finalement choisir de se battre. Limite, il faudrait que mentalement, elles aient la niaque, en quelque sorte. Pour un enfant, ça doit être toute une autre paire de manches. Alors, comment est-ce qu'on aide, peut-être même, que je vais adresser la question à vous, Yasmina, comment est-ce qu'on aide un enfant à traverser cette épreuve-là et à se battre? Déjà, en essayant de recréer un peu son univers familier. Comme je l'ai dit, le cancer entraîne la déscolarisation des enfants. Et très souvent, les enfants sont assez perturbés de ne plus retrouver leurs amis d'école, de ne plus apprendre. Donc, on a eu, par exemple, l'an dernier, initié un projet pilote de scolarisation à l'hôpital de ces enfants-là. D'accord. Et certains enfants ont eu même à passer des examens. Ça concernait une dizaine d'enfants du niveau primaire, qui ont été encadrés, accompagnés. 3 d'entre eux étaient en classe d'examen, 2 ont été reçus, mais malheureusement, un est décédé en cours de route. Donc, c'est une action, par exemple, pour donner le sentiment à l'enfant qu'il n'est pas si différent que ça des autres enfants. Voilà, qu'il mène une vie normale. On fait l'accompagnement aussi par des visites aux patients, des discussions avec les parents pour les soutenir, parce que c'est difficile. On parle des enfants. C'est éprouvant, c'est très éprouvant. Et on essaie d'organiser de temps en temps des petites activités ludiques pour les enfants. En fin d'année, organiser des petits spectacles, des fêtes, des arbres de Noël, tout ça, pour essayer de les égayer autant qu'on peut pour les distraire de ce quotidien assez difficile qu'ils vivent. Ouais. Alors, pour aborder un peu dans le même sens, la prise en charge du cancer de l'enfant ne peut se concevoir sans ce volet social, psycho-affectif, etc. Donc, ça va ensemble. C'est vrai que nous avons le volet purement technique et médical, mais forcément, dans tous les services cancéro-pédiatriques qui se respectent, vous avez une cellule qui s'occupe dédiée à cette activité. Ouais. Alors moi, je reviens sur les méthodes de traitement. Je sais que la science évolue beaucoup. J'ai vu même dans un reportage qu'il y avait même une nouvelle machine de radiothérapie. Pourquoi est-ce qu'on ne privilégie pas, ou bien ça dépend souvent des types de cancers, mais pourquoi est-ce qu'on ne privilégie pas plus la radiothérapie qui est moins invasive et qui est quelque chose, comme on dit, une sorte de laser, excusez-moi, un laser invisible qui détruit les cellules? Pourquoi on ne choisit pas plutôt ce type de méthode, et je parle autant pour les enfants que pour les adultes, que la chimiothérapie aujourd'hui? Alors, tous les cancers ne se traitent pas de la même manière. D'accord. Voilà. Vous avez des cancers qui associent la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie. Et donc, c'est en fonction du type de cancer et c'est en fonction du stade. Ah oui. Voilà. Maintenant, chez l'enfant, le cancer de l'enfant, il a ceci de particulier, c'est que c'est un enfant qui est en croissance. Oui. Donc, la radiothérapie peut faire des dégâts. D'accord. Voilà. Et la radiothérapie va détruire certaines cellules. C'est vrai qu'elle est assez ciblée, mais elle touche quand même les organes de voisinage. Oui. Et donc, il ne faudrait pas qu'on crée un problème en essayant d'en faire un regard. Donc, il faut vraiment cibler. Vous allez voir que la radiothérapie va peut-être, dans la croissance de l'enfant, va peut-être ralentir les organes qui ont été touchés. Et c'est des difficultés après qui vont rattraper l'enfant plus tard. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais je me demande, on l'a évoqué tout à l'heure, il n'y a effectivement pas de prise en charge, en tout cas d'un point de vue de santé publique. Ce n'est pas pris en charge par l'État ou quoi que ce soit. Mais est-ce que vous, en tant qu'ONG, par exemple, au-delà des structures privées que vous sollicitez pour les appels aux dons, est-ce que vous vous rapprochez également du ministère de la Santé ou d'autres organes publics Nous travaillons avec le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé connaît les différents organismes qui interviennent dans le domaine du cancer de l'enfant et nous associe à des activités qui concernent justement ce secteur, des formations et tout ça. Mais pour ce qui concerne les fonds, il faut vraiment le dire, c'est à titre privé qu'on les recherche. D'accord. Est-ce que c'est parce que c'est pas considéré comme un problème de santé publique au même titre que d'autres? Bon, ça, je pense que c'est... Vous n'avez pas la réponse. Non, je pense qu'il faut... les cas qui sont pas assez...
c'est vrai qu'il faut dire aussi que l'État fait beaucoup. Voilà. Ouais. Oui, il faut le dire, l'État fait beaucoup. Ouais. Et malheureusement, On va tout faire. l'État ne peut pas tout faire. Et le peu qu'ils peuvent nous apporter, en tout cas, ça nous permet de soulager les enfants. Déjà, ils agissent sur les chambres. D'accord. Voilà, ils font des tarifs vraiment préférentiels pour nos patients. D'accord. Là où on a véritablement des problèmes, c'est sur les molécules. Et il se trouve que ce sont les molécules qui coûtent cher. Les médicaments. Les médicaments. Les soins. Voilà. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'on aurait peut-être souhaité Une aide particulière. une aide. Et pour ceux qui nous regardent, justement, qui souhaiteraient peut-être faire un don grâce à cette émission, est-ce que vous avez un contact téléphonique, une page Facebook, vous pouvez communiquer pour Nous avons une page Facebook. Nous avons une page Facebook et les contacts téléphoniques. Nous avons le 07 07 06 41 63, qui est mon numéro de téléphone, et le 07 07 11 59 63. Voilà, le trésorier de l'association. Donc, ce sont des numéros que vous pouvez contacter si vous avez besoin de plus d'informations, d'être sensibilisé à la chose. Et vraiment, il n'y a rien de plus beau que d'aider son prochain. Voilà. Surtout les enfants. Surtout les enfants. Et je pense que cette sensibilisation-là vous permettra au moins d'avoir... Et votre page Facebook aussi? Oui, c'est Association d'aide aux enfants atteints du cancer, AEC. En tout cas, bravo pour ce que vous faites, Yasmina. C'est louable, évidemment. Vous aussi, docteur. Merci pour votre présence également sur le plateau et pour toutes les informations que vous nous avez fournies. On a également beaucoup appris grâce à vous deux. Alors, surtout, restez avec nous. Vous ne bougez pas, on se retrouve juste après une courte page de pub. Bienvenue à vous sur le plateau des Femmes d'ici sur NCI. Les Femmes d'ici, c'est sur la nouvelle chaîne ivoirienne tous les jours du lundi au vendredi dès 13h05. Donc la chaîne, je vais y arriver, numéro 4 de la TNT et 204 du bouquet Canal. Et on va à présent passer à la chronique de Afou. Afou, oui, tout à fait. Parlons business et Afou va nous donner quelques astuces sur comment développer ses capacités pour être plus compétitive sur le marché du travail. C'était long, hein. Exactement. Donc, comme Aurélie l'a dit, aujourd'hui, on va parler de conseils ou de petites astuces pour vraiment se rendre compétitif sur le marché du travail. Pour se démarquer. Oui, pour se démarquer. Et après, on sait tous que vraiment le taux même de chômage est beaucoup plus élevé dans nos contrées. Et après, quand on regarde des CV, par exemple, quand on reçoit des CV, il y a toujours des petits trucs qui permettent à quelqu'un de se démarquer dans le processus. Et donc, on va en parler et comment même les développer au travers de son parcours, que ce soit à l'université ou bien même pour des carrières un peu plus techniques. Donc la première chose, et ça on réalise de plus en plus que la communication est clé, qu'elle soit orale ou écrite. Et donc de montrer déjà qu'on a une expertise et qu'on sait communiquer, c'est très très important. Et par exemple, la communication écrite, qu'on sait rédiger un email, l'envoyer, parce que maintenant la plupart de nos communications se font par email. Quelles sont les formules de salutation? Comment est-ce qu'on entame l'email? Même le sujet de l'email et tout ça. Ça, c'est tellement important que les gens ne réalisent pas. Et c'est important, d'autant plus important parce qu'il y a des perles incroyables. Parfois, tu peux en trouver sur Internet, le type de mail que les gens envoient alors qu'ils cherchent un travail. Tu te dis, non, mais c'est pas possible. Voilà. Tu peux pas envoyer ça à quelqu'un. Des bordes d'énergie. Parce que parfois, du coup, la personne n'ouvrira pas la pièce jointe, quoi. Exactement. Par exemple, il y a des petits trucs comme s'assurer qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, que vous avez bien écrit le nom de la personne, que vous avez utilisé, vous n'êtes pas trop familier, genre cher, mais on ne se connaît pas. Il y a vraiment plein de formules. Que tu tutoies pas. Oui, exactement. Surtout, ça, c'est vraiment très francophone. Mais bon, donc vraiment, c'est de s'assurer déjà qu'on sait communiquer. La deuxième partie, c'est vraiment autour de compétences techniques. Et là, je parle vraiment plus d'un travail en bureau ou bien en société. C'est autour de Microsoft, que ce soit Word, PowerPoint, Excel. Ces trois éléments-là sont tellement clés. Moi, je les utilise ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne sais pas faire? Beaucoup de personnes que nous, on a reçues en entretien ne savent pas utiliser PowerPoint. Oui. Pourtant, PowerPoint, c'est plus simple. Je veux dire que moi, je ne connais pas à 100%, mais le basic, quoi. C'est important. Mais il y a PowerPoint et puis PowerPoint. Genre, il y a des choses que, par exemple, les consultants, on sait faire avec PowerPoint qui sont vraiment extra. Oui, mais au moins basic pour pouvoir faire une présentation. Voilà, justement, de pouvoir faire un PowerPoint. Et c'est ça
mais tellement de gens, c'est-à-dire ils vont à l'école, ils vont finir avec un master ou bien je ne sais pas quoi en temps, mais ils ne savent pas faire le basique. Parce qu'après, les gens ne réalisent pas que vous n'allez pas aller au travail pour réviser vos cours ou bien pour regurgiter tout ce que vous avez appris. C'est du concret. Donc, comment est-ce qu'on fait un mémo, un simple mémo? Donc, quand je dis Word, les gens disent, mais tout le monde sait faire Word. Non, parce qu'après Word, c'est comment est-ce que tu vas transcrire tout ce que tu as appris de manière vraiment très short, en genre une page et tout. Donc, comment faire un mémo sur Word, c'est important. Comment faire une présentation sur PowerPoint? Comment faire des budgets sur Excel? Moi, j'adore Excel. Tu peux tout faire sur Excel. Ça, tu peux planifier. Moi, en réalité, tu peux planifier ta vie sur Excel. Non, je vous dis. Mais ça dépend des métiers. Ça tient. Il y a des métiers où moi, j'ai rarement besoin de faire un Excel. Mais même pour une secrétaire, moi, je dis c'est important pour s'organiser. Parce que le troisième point, c'est l'organisation. Pour tout métier, avoir un employé ou être vous-même gérant qui est organisé, c'est tellement important. Et comment on développe, c'est en même le faisant au jour le jour. On écrit ses tâches, on s'assure de le faire à temps. Parce que tout ça sont des compétences. Tu le mets sur ton résumé, sur ton CV, ça t'aide beaucoup. Et après, toi-même, tu développes ces compétences-là que quand tu vas en entreprise, tu es très compétitif. Et après, la dernière chose que je voulais parler, c'est le digital. À un moment donné, maintenant, toutes les organisations ont une page Facebook, ont une page Instagram, ils se retrouvent à communiquer sur ça. Et donc, si vous savez le faire, c'est encore un autre atout. On peut dire, ah, OK, tu sais faire Canva, tu peux poster, tu peux faire une story et tout ça. C'est important. Et donc, c'est d'identifier ces différents critères pour vous rendre compétitif. Mais bien sûr, ça dépend maintenant de l'emploi, de ce qu'on cherche et tout ça. Et après, si par exemple, on a effectivement des compétences particulières sur le digital, de le mentionner sur son CV. Oui, il faut toujours mentionner. Toutes sortes de compétences, on les mentionne. Et la plupart du temps, les gens ne réalisent pas. Mais moi, je regarde toujours le bas du CV où on dit, par exemple, ah, je parle 3 langues, par exemple. On ne sait jamais. Ça peut être un truc en zone rurale où on a besoin que tu parles ta langue locale. Donc, il faut toujours mentionner ces trucs qui te démarquent et tout ça. C'est vrai que beaucoup d'employeurs aujourd'hui regardent plus une personne qui a beaucoup de capacité à faire autre chose que ce qui est prévu sur le CV principal. C'est important. La pluralité est tellement importante aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, tu ne veux pas juste une personne qui va venir faire X. Parce que les sociétés réduisent énormément leur staff. Budgets, Avant, tu avais une personne pour être secrétaire, une autre personne pour être assistante, une autre personne pour gérer l'accueil. Mais maintenant, c'est une personne qui va faire les trois. Parce qu'on a les outils qui nous aident à être plus rapides ou plus efficients, je ne sais pas. Il faut de la polyvalence. Voilà, donc il faut de la polyvalence. Merci beaucoup à vous pour toutes ces infos, ces tips. On espère que les personnes qui nous regardent vont take note, prendre des notes. Bon, à présent, comme l'heure du déjeuner approche à grands pas, eh bien, écoutez, on va passer à notre rubrique à vos tabliers. Et aujourd'hui, on parle de Gnomi. À la mode. Très chers téléspectateurs, bonjour. Je suis Madame Bakayoko Abdoudraman. Je vais vous préparer aujourd'hui le super ngomi de maman. Le ngomi d'abord, la base du ngomi d'abord, c'est la bouillie de riz. Le baka, comme on dit en djoula, c'est la base du ngomi qui est là. Et après la bouillie de riz, il faudra mélanger la bouillie de riz à, comment on appelle ça, la banane. Ça, c'est de la banane plantain. C'est soit avec de la banane plantain, soit avec de la banane douce, mais bien mûre, toujours. Il faudra mélanger la bouillie de riz à, comment on appelle ça, la banane. Ça, c'est de la banane plantain. Il faut bien mélanger, que ça devienne vraiment homogène. Il y a deux façons. Disons, il y a plusieurs différentes façons de faire le ngomi. Il y a le ngomi de riz. Et là, s'il s'agit de ngomi de riz, je mets juste la poudre de riz là-dedans. Ça, c'est la poudre, ça, c'est du riz qu'on a. C'est la poudre de riz qu'elle a. D'accord. Bon, maintenant, si je vais faire le ngomi au mil, voilà, c'est ça qu'elle a. Moi, j'ajuste toujours un peu de farine de blé. Ça, c'est pour donner la jolie couleur du ngomi. Juste un peu. Et là, c'est de la levure chimique. Ça doit se fermenter, ça doit gonfler comme le gofloto. Et pour ceux qui n'aiment pas, parce que le ngomi a un goût fermenté derrière. Pour ceux qui n'aiment pas que ça soit trop fermenté, dès que ça monte, il faut
préparer automatiquement. Maintenant, pour ceux qui aiment que ça soit un peu fermenté, il faut le laisser au-delà. Comme ça va plus se fermenter et ça, avec le sucre, ça donne encore du bon goût. C'est de la noix de muscade. C'est du sucre. Le sucre roux, moi, je préfère aussi. Maintenant, on va griller notre ngomi. Voilà, comme moi j'aime pas trop l'huile. Parce que ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes maintenant qui aiment le ngomi, mais quand ils voient le côté gras là, ils ne mangent pas. Moi, j'aime pas trop l'huile, voilà. Moi, je fais ça. Moi, je précuis ici, et puis elle, maintenant, elle grille, mais toujours pas trop d'huile. Le super ngomi de maman a réfléchi à plusieurs recettes. Donc nous avons les raisins. Nous avons aussi le ngomi au coco. C'est le ngomi qui est trop doux. C'est encore mouillé, donc voilà, j'ajoute juste nos raisins comme ça. Le super de ngomi de maman est prêt. Il est prêt à être dégusté. Ça, on peut le manger avec de la bouillie de mil aussi. Comme on peut manger avec, on peut le consommer et le manger aussi avec du lait. Elle a terminé sur ce qu'on voulait. Le fameux lait. Avec du lait. Toi, c'est avec bouillie ou avec lait? Moi, je mange le gnomi simple, déjà. Je l'adore en tant que petit goûter. Voilà, exactement. Mais pendant la période du ramadan, avec la bouillie, et puis de temps en temps avec du lait. Je vais pas vous dire, ma fille, maintenant, adore le gnomi avec le lait. Je sais pas si elle était influencée par la chanson, la vibe. Alors, je sais pas, je vous avoue, j'ai jamais vraiment été gnomi, quoi. Jamais. Oui. Alors, depuis qu'il y a cette histoire de gnomi avec lait, j'aimerais acheter du gnomi et goûter avec du lait en poudre pour savoir, parce que j'aime bien le lait en poudre, tu vois. D'ailleurs, je sais pas s'il y a quelqu'un ici qui a déjà essayé pour savoir si effectivement le côté lait en poudre là, c'est. Mais ça rajoute, c'est doux, hein. Moi, j'ai essayé les deux, avec le lait en poudre et avec le lait bonnet rouge. À la base, c'est avec le lait bonnet rouge. Avec le lait bonnet rouge, ça va tuer. Et tu trouves que c'était effectivement un truc? Oui, c'est doux. Malgré toute cette frénésie. Bon, donc tu rajoutes du lait, c'est doux. Mais le lait en poudre. Oui, le lait en poudre, comme du piment. Tu mets dessus, puis tu manges. Bon, allez, on se fait un gnomi à 16h, là. C'est comme quand tu mets le lait sur ton popcorn. La façon dont elle le fait dans le reportage, est-ce que c'est classique? Parce qu'elle avait des raisins. Non, c'est vrai que c'est ça, c'est original. J'aimerais bien goûter ces gnomis à elle, parce que je trouve de la cannelle, il me semble. Exactement. Et ce que j'ai aimé, c'est le fait qu'il n'y avait pas beaucoup d'huile. Ça, par contre, je me suis dit, bon, tu sais quoi, il faudrait que plus de femmes fassent ça. Ouais. Ouais. Où est-ce qu'on peut la trouver d'ailleurs, cette dame? Ouais, il faut qu'on la trouve. On demande à régie. À la régie. Un choco, donc. Un gnomi choco même. Bon, allez, ça titille nos estomacs, hein, comme d'habitude, ça nous chatouille. Ne bougez pas surtout, on se retrouve juste après une courte page de pub pour la toute dernière partie de cette édition. À tout de suite. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre sur le plateau des femmes d'ici. On est passé au labo et ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de quiz, en tout cas à mon avis. Donc, quiz. Anna est revenue à cette quiz-là, non? J'ai jamais dit que c'est moi seule qui dois faire quiz. Donc, si jamais tu veux être... Non, on t'aime bien siège. en tant que Madame Tu es très bien, tu es très bien. Alors, aujourd'hui, le thème que j'ai choisi, vous êtes prête ou pas? Non, on est pas prête. C'est ça. L'Afrique et son histoire politique. Et Dieu. Tu as fait Sciences Po, toi? J'ai pas fait Sciences Po. Alors là, j'étais loin de vouloir faire ça. Ok, culture générale. Non, c'est la culture générale. Non, non, c'est pas... On n'est pas... Je pense qu'il ne peut pas forcément avoir fait Sciences Po pour savoir. On va essayer. Alors, première question. Combien de pays africains ont été des départements français donc, durant la colonisation? Il y a plusieurs options. Aucun? 1, 2 ou 4? Le pays africain. Oui. Oui, on parle que de nous. Après, explique un peu le concept de donc, alors, département. Département, voilà. pour vous et pour ceux qui nous regardent, c'est... En fait, il y avait plusieurs niveaux dans la colonisation. Tu avais les pays qui étaient... Il y avait les colonies, et puis... Voilà, et tu avais les départements qui, en gros, étaient une partie du territoire français. C'est-à-dire que, par exemple, même les ressortissants de ces pays-là avaient la nationalité française automatiquement, à l'époque, en tout cas. En fait, c'était vraiment, dans un certain degré, la France, mais ailleurs.
Bon, alors, c'était un si on doit degré compter au-dessus. un pays Ouais, africain, il y a un seul pays qui me vient en tête où les gens étaient français, je dirais l'Algérie. Hey voilà, vous connaissez, tu vois. Sometimes. 100%. Alors, je vous confirme ça. Je suis de père algérien. Ouais. Et il n'a jamais demandé sa nationalité française, et nous voilà. Ah ouais. Mais normalement, il y avait droit. Donc, bref. Dommage. C'est pour ça qu'Anna a posé la question, ça lui fait mal. Seule l'Algérie fut un département français. Par la suite, ce dernier sera beaucoup subdivisé, mais restera département français de 48 à 62. 1848 à 1962. D'accord. Alors, deuxième question. Quand le Libéria, donc pays d'Afrique de l'Ouest, a-t-il obtenu son indépendance? Ils n'ont pas eu besoin. Parce que c'est pas. Ça n'a jamais été une colonie. Ça n'a jamais été colonisé. Le Libéria n'a jamais été. Exactement. Quand même. C'est juste un retour, en gros, d'une partie de Nord-Américains qui est revenu et qui a trouvé ce pays. Donc, le Libéria fut créé de toutes pièces par l'American Colonization Society en 1822 pour que les esclaves libérés aux États-Unis puissent avoir une nation. Il est devenu pays à part entière en 1847. D'accord. Qui était Sékou Touré, pardon. Vous voulez des options ou pas? Non, c'est Stur. Oh là C'était là. un grand. Non, je le confonds avec Samori Touré. Samori Touré, oui. Ouais. Non, c'est pas ça. Bon, donne-nous les options. Mais son nom me dit quelque chose. Mais son nom, c'est Touré. Oui. Oui. Donc, oui, mais il était vous donne les options. il était Un président malien, quoi, dis-nous. C'est pas un président? Tu dis ou tu dis pas? Bon, c'est un président. Oui, mais ça, c'est une question, c'est une réponse Mais incomplète. c'est quoi la question déjà? Qui était Sékou Touré? Ok, option? Footballeur béninois. Non. Premier président de la Guinée. Chef oui. coutumier gabonais ou compagnon de route de Premier Nelson président Mandela. de la Guinée. Ouais. Voilà. You know, sometimes. C'est un QCM, vous voulez faire genre. Non, j'ai dit, avant le QCM, j'ai dit président. Non, mais d'abord, on voulait savoir, tu devais préciser, c'était pas Mais j'ai dit complet. président. De la Guinée, J'ai du dit Mali, président. d'où, Il fut le premier président de la Allons, Guinée à dis-moi. l'indépendance du pays et il a refusé la coopération à la suite de la décolonisation. Oui, c'était un grand panafricain. Voilà, un grand panafricain comme Exactement. Kwame Nkrumah et autres. Yes. Quatrième question, combien de pays d'Afrique n'ont jamais été colonisés? Vous voulez les options ou pas? Je pense 2 ou 3. Non, Parce qu'il y a déjà l'Éthiopie, right? Ok. Est-ce que, Il y a- bon, ok, alors on donne-nous les considère, options. on considère le Libéria. Libéria, donc ça Donc fait si on déjà considère 2. le Libéria, ça fait quoi? Ça fait 2. Ça fait deux. Plus l'Éthiopie, ouais. Ça fait 2. Ouais. Exactement. Donc C'est si ça. on fait exception de 5 années de domination italienne dans le sud de l'Éthiopie, donc l'Éthiopie n'a pas été colonisée, donc le Libéria aussi. On est trop forte. Voilà. C'est tout? Quand ça c'est tout? T'en as On marre? était On a déjà pas fini? contente. C'est la quatrième question. Attends, ça va devenir de plus en plus dur, ça je te dis. Attends, on va se concentrer. On se concentre. Quelle Vas-y. puissance ont pratiqué le système du protectorat ou son équivalent? Alors le protectorat, Pardon, du coup, reprends la question. quelle puissance coloniale ont pratiqué le système du protectorat ou son équivalent? Alors le protectorat, justement, c'est un niveau en dessous de la colonisation classique. tu vois. Non, mais de puissance coloniale, c'est-à-dire que tu vas avoir. Ah, d'accord. Donc tu as 4 options encore. Ouais. La première, c'est l'Espagne, le Portugal et la France ensemble. La deuxième, la France, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. La troisième, la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne. Ouais. Et je dirais. la quatrième, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et l'Autriche. Non, je Belgique, dirais- Pays-Bas, Ouais. Allemagne. C'est- Parce que les colons anglais étaient pas gentils et les colons français étaient pas gentils. Et les Belges Je pense que encore les moins. Belges, Allemands et tout. Quoi Ça aurait du sens, mais non. Non C'est pas la bonne réponse. Alors, bizarrement, c'est vrai que, que les Français et les Britanniques étaient très présents sur le continent africain, on le sait. Hein. Ceci dit, comme tellement ils étaient là, justement, ils avaient différents types de colonies. Quoi. Ils avaient justement des protectorats, des tutelles, des D'accord. départements. Et donc, c'est la France, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Eh ben, Ah, ok. j'avais tout faux. Voilà. Bon. Donc, Ça après, peut remarque arriver, que hein. je comprends ta logique. Ouais. Bien sûr, ouais. Qui était Reuben Niobe? J'espère que je prononce bien son nom. Premier président. Écoute les choix. Écoute les choix. Ok, vas-y. Vas-y. C'est ça l'avantage, c'est que tu C'est n'es pas le perdu. QCM. D'accord, ok. Le Tu premier sais président démocratiquement élu à la tête d'un pays d'Afrique. Deuxièmement, un pasteur qui a fondé le premier orphelinat au Kenya. Troisièmement, un médecin qui protégea le Mali d'une épidémie de choléra au 19e siècle. Quatrième, un grand militant indépendantiste camerounais. J'ai l'impression que beaucoup de ces questions, c'est du common sense aussi. Oui, bien sûr. Parce que le nom, même, Le c'est nom, pas Mali. Diobé, non. Diobé, là, ça fait un peu Donc, camerounais Donc, c'est central. effectivement un grand militant indépendantiste camerounais, surnommé Mpodol, qui signifie porte-parole. Et c'est le premier homme politique à avoir œuvré pour l'indépendance camerounaise. Vous avez noté c'est que notre j'étais vachement inspirée par les franchement, luttes c'était, indépendantistes. Indépendantiste, mais il Ouais. le faut. Hein. Il faut qu'on continue même. Alors, qu'est-ce que la négritude, les filles? C'est Vous un voulez les mouvement options, littéraire français. Non? C'est un mouvement
littéraire. Littéraire. Non, c'est pas français, c'est un mouvement littéraire issu des pays Ok. Ah, merde. Issu des écrivains dont les familles ont été colonisées. Si je peux me permettre. Écoute, dont, je vois ce que tu veux dire. Alors, c'est un mouvement littéraire, oui, mais pas que. C'est un mouvement littéraire et politique. Et je pense que la raison pour laquelle tu as dit français, peut-être, c'est parce qu'il y a un des chantres de la négritude était Aimé Césaire. Aimé Césaire, c'est ça que je cherchais. Donc lui, il est anti. C'était un entier. Oui, c'est un français, mais bon, la raison pour laquelle aussi, il a fait partie des chantres de la négritude avec Léopold Sédar Senghor, d'ailleurs. C'est parce que c'était des Noirs, donc, qui, du coup, te parlaient de le fait d'être noir et d'être beau et intelligent, entre autres choses. Voilà. C'était genre... J'étais pas loin, mais j'ai bien compris. Beautiful du moment. Mouvement littéraire, ce qui est sûr. Combien de pays africains ont des drapeaux vert, jaune, rouge? Oula, il y en a beaucoup, n'est-ce pas? Je crois que c'est nos couleurs. Alors, je vous donne des options. 5, 7, 11 ou 17. Franchement, je dirais pas 17 parce que ça fait beaucoup quand même. 11 peut-être. Ouais. Au moins 11. Au moins 11. Parce qu'il y en a beaucoup. Moi aussi, Okay, 11. Eh bien, c'est très bien. Ces drapeaux tricolores sont un hommage à l'Éthiopie, berceau de l'humanité. Donc, seul pays à n'avoir pas été colonisé, avec le vert de l'espérance, le jaune solaire et le rouge pour le courage et la liberté. Alors, vous voulez les pays ou pas? 11. Non, mais c'est ça. Non, ça va. On peut vivre ça. Après, nous, on a fait la différence avec le orange, blanc, vert. Vous êtes pas mal sortis, non? Ouais. Ah non, je vais rajouter une petite bonus. Ok, vas-y. Quel est l'ancien nom du Mali? Le royaume... Quelque chose Volta, non? Non, Volta, c'était Burkina. Ça, c'est Burkina. C'est le royaume... Burkina Faso, ça veut dire quoi aujourd'hui? Bon, c'est pas grave. Oh, peut-être vous savez. Non. C'est une question bonus encore. Il y a quoi encore? Il y a quoi? Oh, on est en train de chercher à répondre à une question. Tu viens ramener une autre question. Quel est l'ancien nom du Mali? Donc, 1, le Dahomey. 2, la Haute-Volta. 3, l'Île-de-France. 4, le Soudan français. Non, les deux premières, c'était... Dahomey, Haute-Volta, Île-de-France. Dahomey. Non, Dahomey, c'est Bénin là-bas. Dahomey, c'est pas là-bas. Donc, Dahomey, c'est le sud de France. Haute-Volta, c'est Burkina Faso, tu l'as dit. Burkina Faso. Non, tu l'as dit, c'est Burkina Faso. Donc, c'est pas ça. Donc, Mais c'est on quoi? cherche pour Mali. Donc, c'est le... Soudan français. Soudan français, ouais. D'accord, donc le Dahomey est devenu le Bénin, la Haute-Volta est devenue le Burkina Faso, qui, au passage, veut dire le pays des hommes intègres. Regardez-moi cette photo. Ah oui, on connaît toi aussi. Tu nous fatigues toutes tes questions là. On n'est pas en Tu nous fatigues toutes tes questions. Si un ami... Non, s'il regarde ça, pardon, ne me tue pas. Oh, Justin Carrefour, il parle toujours du pays des hommes intègres. Et donc le Soudan français est aujourd'hui le Mali, ça suffit. Ça. Oui, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous en êtes très bien sortis. Oh, mais quand même, on est allé à l'école et non vers l'école. Bon, j'espère que depuis chez vous, vous avez réussi à répondre à quelques-unes de ces questions et que vous avez trouvé ce quiz aussi intéressant que mes co-présentatrices. En tout cas, je l'espère. On vous souhaite une excellente fin de journée. On se retrouve demain. Ciao. Bye.